Voilà, alors bonsoir à tous et merci d'être là, d'être au rendez-vous pour ce premier live auquel je répondrai, durant lequel je répondrai à toutes vos questions. Avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser que voilà, je répondrai à vos questions du mieux que je pourrai avec mon expérience et mes acquis professionnels. Je n'ai absolument pas la prétention de détenir les réponses à toutes les questions. Et voilà, je vois que j'ai une personne connectée pour le moment. Donc, je vais juste me permettre d'attendre un tout petit peu. Je vais juste attendre quelques minutes, les quelques minutes académiques, avant de commencer. En tout cas, je remercie déjà ceux qui sont là d'être là. Votre confiance et pour votre intérêt. Ouais, je pense que le monde commence à arriver. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me faire savoir. Voilà, donc on va juste... Salut Christelle, salut Letty. Ok, merci Christelle. Salut Nat. Merci Sandra. Bonjour Mamoun. Voilà, donc merci d'être là. Et, donc avant de commencer, je voudrais vous préciser que je n'ai aucune prétention de détenir toutes les bonnes réponses et d'avoir la vérité absolue. Cependant, je tenterai de répondre aux questions qui m'ont déjà été posées dans un premier temps par message privé. Ensuite, s'il y a d'autres questions qui viennent dans les commentaires, j'y répondrai également. Et voilà, je ferai de mon mieux et après, bien, ce sera à vous de faire ce que vous voudrez, des réponses que je vous donnerai. Je vais commencer par une première question qui m'a été posée donc en message privé, c'est comment aider quelqu'un de son entourage sans pour autant mettre en péril sa propre famille? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour accompagner un proche alcoolique. Car nous avons tous notre personnalité et notre manière de gérer les émotions et les situations. Je peux vous conseiller un livre et je mettrai le nom de ce livre en commentaire. C'est Quand l'autre boit,
guide de survie pour les proches d'une personne alcoolique. Il faut savoir que la famille, de manière générale, agit comme un mobile. Dans le cas d'une famille où il y a une personne qui rencontre des problèmes avec sa consommation d'alcool, cette personne se trouve au centre du mobile et toutes les autres personnes sont comme des dépendants de ce mobile. Et quand la personne du centre avec ses problèmes d'alcool bouge, tous les autres bougent en même temps, agissent en réaction à ce problème. Le problème alcoolique devient un problème central. Et donc, par la force des choses, les proches deviennent vraiment des codépendants. C'est très difficile donc pour l'entourage d'une personne alcoolique, même si toutes ces personnes sont vraiment de bonne volonté, malheureusement, elles sont très souvent mal informées. Et avec tout l'amour que les proches peuvent avoir pour la personne concernée, vous ne pourrez pas l'en sortir bien malgré elle. C'est à la personne de faire le travail. Cependant, vous, en tant que proche, eh bien, vous pouvez l'accompagner, l'orienter, la soutenir, l'aimer, lui montrer que vous l'aimez. Il y a une première chose à savoir, c'est est-ce que cette personne qui se trouve dans votre entourage accepte, reconnaît son problème et est-elle prête à faire quelque chose pour s'en sortir? Ça, c'est la première démarche. Si la personne est dans le déni, malheureusement, c'est très difficile de l'en sortir. Parce que le déni, en fait, si je dois donner une courte définition, le déni, c'est un voile que l'inconscient met sur le conscient parce que la personne concernée n'est pas capable, n'a pas les outils nécessaires pour faire face à ce problème. Alors, certains vont avoir un déclic qui va faire qu'elles vont sortir du déni et enfin prendre les choses à bras le corps. D'autres vont rester malheureusement dans le déni parce que pour qu'une personne ait envie de changer des choses dans sa vie, il faut que le problème soit suffisamment important et cause suffisamment de dommages dans sa vie. Sinon, elle n'a pas de raison de changer. Ça, c'est une chose aussi. Ce que je conseille en général aux proches d'une personne alcoolique, c'est également de tenter d'utiliser la communication non violente, c'est-à-dire de parler en jeu. C'est exprimer vos émotions, vos ressentis et vos besoins en vous exprimant en jeu. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas assez quand je te vois boire comme ça, par exemple. Je souffre de cette situation. Je suis perdue. Des choses comme ça. Parce qu'en général, le tu, comme on dit, et la communication est brisée. Voici aussi quelques petits conseils sur des comportements, des attitudes à éviter quand on se retrouve face à un proche qui a des problèmes d'alcoolique. C'est lui faire des reproches. Il ne faut pas croire que la personne qui boit, il ne faut pas croire qu'on se fout vraiment de tout. Oui, peut-être sur le moment où on est vraiment très alcoolisé, parce que là, l'alcool est un psychotrope. Et donc, il modifie notre perception de la réalité, avant parfois même de nous assommer. Mais, ça, c'est une chose. Mais nous souffrons également. Vous savez, on ne se lève pas un matin en se disant genre, bah, je vais devenir alcoolique. Comme ça, je vais un petit peu, histoire de faire un peu souffrir ceux que j'aime. Et, pour moi, en tout cas, une des choses qui a été le plus gros de mes fardeaux, ça a été d'avoir fait souffrir les miens, ceux que j'aimais, ceux que j'aime, et moi après. Mais donc les reproches, c'est inutile et ça ne fait que finalement rajouter à notre liste de bonnes raisons de continuer à boire parce que finalement on fait quand même du mal et on n'est pas entendu. Il ne faut pas oublier donc que la personne alcoolique est une personne malade. Et
vraiment faire des reproches et mettre encore l'accent sur ça, c'est pas le moyen de communication et un relationnel profitable. Un autre comportement à éviter, c'est argumenter quand la... Merci Aurélie. Bonsoir Marie-Claire. C'est quand la personne a dit, ça ne sert à rien d'argumenter avec elle. Parce que, comme je l'ai dit plus précédemment, l'alcool est un psychotrope, et donc quand la personne est sous alcool, elle n'a plus la même perception de la réalité que vous, elle n'est pas capable de tenir une conversation, et en plus, le lendemain, très probablement, elle ne se souviendra pas de ce qui a été dit. Donc, dans ce genre de situation, quand la personne a bu, moi je conseille vraiment de laisser la cuver, n'essayez pas d'entreprendre une conversation, de la motiver, de faire quelque chose, je veux dire, c'est quasiment inutile, et en plus, la situation risque de dégénérer entre vous. Je conseillerais aussi également de dire, si tu m'aimes, tu arrêterais de boire. Parce que le problème qu'a cette personne avec l'alcool n'a rien à voir avec l'amour qu'elle vous porte, qu'il ou elle vous porte. C'est vraiment un problème de dysfonctionnement qui se situe notamment au niveau du cerveau chez une personne addicte. Et l'amour est là, très probablement l'amour est là, mais quand on est sous l'emprise de l'alcool, quand on est dans une période d'alcoolisation, donc avant un sevrage, avant un arrêt de la consommation, même si on est entre deux consommations dans une période de sobriété, on est, comment je vais dire ça, on est incapable de faire autrement. L'alcool est plus fort que tout. L'alcool, tant qu'on est sous son emprise, dévaste tout. La bouteille devient notre meilleur ami et notre pire ennemi à un moment donné, et elle va dépasser tout. Et peut-être donner l'impression, oui, aux proches qu'on ne les aime pas, et ce n'est pas du tout le cas. On est dans une prison, on est enfermé, et c'est difficile de trouver la clé pour s'en sortir. Un autre comportement, une autre attitude que je déconseillerais aux proches, c'est de laisser exploser votre colère. Parce que entrer dans une relation hostile par rapport à la personne qui est sous la consommation d'alcool, eh bien, vous ne pourrez plus l'aider. Vous serez dans le conflit, vous ne serez plus à même de l'aider comme vous souhaitez le faire. Et en plus, la personne qui va d'autant plus se sentir rejetée, elle va se dire de toute façon c'est perdu, alors pourquoi j'arrêterais et je vais continuer à boire. C'est un des risques en tout cas de ce type d'attitude. Ne cherchez pas non plus à contrôler sa consommation. Une personne alcoolique qui a envie de boire, qui a besoin de boire, trouvera tous les moyens pour se fournir de l'alcool. Elle n'a pas de voiture, elle fera des kilomètres à pied. Elle est enfermée, elle pourrait sortir par la fenêtre, avec les risques que ça comporte. De plus, si une personne est dans la dépendance physique, et là il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'arrêter de consommer pendant 24 heures, et si les symptômes de manque se font ressentir tels que des tremblements, des palpitations, des sueurs, etc., là on peut dire que la personne est dans une dépendance physique. Dans ce cas-là, il est vraiment, vraiment conseillé et même interdit d'entreprendre un sevrage seul. Le sevrage doit se faire accompagné médicalement. Vous pouvez aller voir un médecin généraliste qui prescrira un sevrage à l'aide de Valium. Donc, ne pas priver d'alcool une personne dépendante sans lui mettre un substitut. Vous mettez sa vie en danger. Je sais que c'est difficile, surtout peut-être quand ce sont des parents ou même des conjoints qui se trouvent confrontés à cette situation, mais arrêtez de résoudre les problèmes à la place de la personne. Tant que son entourage fera tout à sa place et que finalement elle se sentira protégée et qu'elle pourra continuer à boire, pourquoi est-ce qu'elle arrêterait de boire?
tout va bien, elle est protégée, son entourage la protège, gère ses affaires, etc. C'est ce qu'on a tendance à faire au début. Et je conçois bien que c'est difficile, mais c'est un service que vous pourriez lui rendre. Alors, vous ne devez pas accepter les mensonges de la personne en juste voulant éviter un conflit. Faites-lui simplement comprendre que vous n'êtes pas dupe des histoires que la personne vous raconte. Vous n'êtes pas non plus obligé, vous les proches, de croire à ces promesses. Parce que, en tout cas, tant que la personne est alcoolisée ou en période d'alcoolisation, elle est incapable de tenir cette promesse. Même si elle, peut-être, elle y croit aussi sincèrement, c'est impossible. Par contre, ce que vous pouvez lui dire, c'est que pour vous convaincre, il faudra du temps et des actes qui prouvent les paroles qu'elle dit. Et enfin, je terminerai en vous disant que même si c'est difficile, continuez à penser à vous. Ne vous sacrifiez pas pour une personne alcoolique parce que ça ne sert à rien. Plongez avec elle, vous plongerez à deux. Donc, en parallèle à l'aide que vous pourriez lui apporter au soutien et à l'amour, continuez à penser à vous. Continuez à faire ce qui est bien pour vous et à penser à votre bien-être. Bonsoir François. Alors, je vais prendre ici une question maintenant dans les commentaires et puis je reviendrai à une question qui m'a été posée en message privé. Donc ici, j'ai une question d'Aurélie. Comment faire réaliser à une personne qu'il lui faut de l'aide, qu'il est à la limite de perdre pied? Eh bien ça revient à parler du déni. Si cette personne n'accepte pas, ne reconnaît pas qu'elle a un problème avec l'alcool, c'est très difficile, voire quasi impossible, de lui faire entendre raison. Maintenant, il existe ce qu'on appelle une lettre de confrontation, mais que vous pouvez utiliser verbalement aussi, simplement en discutant avec elle. C'est en utilisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication non violente, c'est-à-dire en parlant en jeu. Exprimer, par exemple, prenez 3 situations qui viennent de se dérouler, une très très récemment, une la semaine d'avant, par exemple, et une le mois dernier. Et commencez par décrire factuellement. Ah, Aurélie me dit qu'il le reconnaît. Ok. Mais il refuse de l'aide alors. C'est son chemin. La première étape pour une personne alcoolique, c'est de reconnaître son problème et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas encore dire pour autant que la personne est prête à faire quelque chose. Maintenant, très souvent aussi, on est très mal informé des possibilités qu'il existe pour se sortir de ce problème, pour en tout cas être accompagné. Vouloir entreprendre une démarche de soins ne veut pas nécessairement dire partir en cure. Hein? Il y a de très bons addictologues qui peuvent simplement accompagner. Vous pouvez aussi aller trouver de l'aide, et ça, je reviens, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner pour les proches. Il existe certains groupes de parole où vous pouvez aller trouver de l'aide, aller rencontrer d'autres proches comme vous. Donc, au niveau des AA, il existe ce qu'on appelle les Alanos. Par contre, ici en Belgique et en France, je crois que vous avez l'équivalent, il y a Vie Libre. Renseignez-vous en tout cas auprès des différents groupes de parole où vous pourrez éventuellement rencontrer d'autres proches comme vous, partager votre expérience et éventuellement partager peut-être des personnes qui sont plus avancées sur le chemin pourraient vous passer des trucs et astuces, comme on dit. Et voilà. Il souffre énormément et je suis la première personne à qui il se confie. C'est déjà un très bon premier pas, même si pour vous, Aurélie, ça peut sembler, vous voudriez que ça aille plus vite. Voilà, il a reconnu son problème, ce qui est déjà un très grand pas. Et ensuite, maintenant, il se confie à lui. Je ne sais pas de quel point vous êtes, si vous êtes de Belgique ou de France, mais par exemple, vous pourriez lui suggérer de l'accompagner à un groupe de parole pour rencontrer des personnes qui ne vont absolument pas le juger, puisque les personnes présentes là
connaissent le même problème et pourront l'écouter, ou lui pourra écouter d'autres histoires et se rendre compte que finalement, il n'est pas seul dans cette situation. Nous sommes nombreux, très, très nombreux. Et quand on est dans cette situation, c'est important aussi pour nous de pouvoir partager et aider les autres, quand on en est sorti en tout cas. Avec plaisir, Aurélie, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais donc prendre une question qui m'a été posée en message privé. Y a-t-il un facteur génétique ou héréditaire? Par exemple, quand papa et ou maman sont alcooliques, est-ce que les enfants risquent d'être alcooliques ou pas? Alors, à l'heure actuelle, et à ma connaissance, la science n'a pas encore clairement défini le gène de l'alcoolique. Il semblerait qu'effectivement, il y ait, mais ça n'est pas encore clairement défini. Et même si ce gène est un jour clairement identifié, il n'est pas le seul responsable du développement d'une maladie alcoolique. Il faut savoir que la maladie alcoolique est une maladie biopsychosociale. Bio, eh bien parce que voilà, certains organismes deviendront dépendants, sombreront dans la dépendance, comme moi. Et par exemple, quelqu'un qui, à côté de moi, boirait de la même façon que moi, aurait commencé de la même façon que moi, ne deviendra jamais dépendant. Pourquoi? Ça, c'est son organisme et c'est le mien. Ça, donc, c'est purement biologique. C'est aussi il y a les facteurs aussi de la tolérance à l'alcool qui entrent en ligne de compte. Voilà. Donc, psycho, eh bien, c'est votre histoire de vie, c'est votre vécu, c'est votre mental, c'est votre manière de gérer votre vie, c'est les blessures que vous avez peut-être vécues dans votre vie, c'est votre morale, c'est votre humeur et sociale, eh bien, c'est votre moi. C'est l'éducation que vous avez reçue dans votre famille, la présence de l'alcool dans votre famille, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez en tant qu'adolescent, que jeune adulte et qu'adulte. C'est la manière dont l'alcool a été présent dans votre vie, a été perçu. Il est clair que dans une famille où l'alcool n'est pas présent, des gens qui ne boivent pas, et ça existe, sans avoir de problème d'alcool, il y a des gens donc, qui ne boivent pas du tout. Et donc, les enfants qui sont éduqués auprès de ces personnes ne voient pas des parents qui se tournent qui ont recours à l'alcool pour gérer leurs problèmes. C'est un facteur. Et encore, ça ne veut pas dire tout non plus. Par exemple, pour vous expliquer mon expérience personnelle, dans ma famille, il y avait une personne alcoolique quand j'étais petite. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, ça n'a jamais posé un problème. Donc, pour moi, l'alcool n'était pas dangereux. En plus, dans ma famille, chez moi, un bon verre de vin, c'était signe de bonne chère, ça accompagnait un bon repas. Je n'ai pas vu le danger de l'alcool arriver. Aujourd'hui, moi, je suis sortie de ça et j'espère jusqu'au fin de ma vie. Mais je ne le promettrai jamais parce que je reste une malade alcoolique, donc il me faudra faire attention jusqu'au bout de ma vie. Mais aujourd'hui, j'espère, et en tout cas, je fais de mon mieux pour montrer le bon exemple à ma fille. Et en lui montrant que je n'ai plus besoin d'avoir recours à l'alcool pour gérer mes émotions, pour gérer mes soucis, pour gérer mon stress de la vie, que j'ai mis à ma disposition et j'ai recherché de nombreux outils différents qui me conviennent. Bonsoir Isaac Ali. Bonsoir Karine, bonsoir Marilou. Et donc, voilà, j'espère lui enseigner ça. Et par rapport aussi à une crainte, donc cette question m'a été posée par une personne qui, comme moi, est aujourd'hui abstinente. Et j'avais la même crainte et je l'ai toujours. Mais en fait, si un jour ma fille sombre, et j'espère grand Dieu non, je ne pense pas que ce serait de ma faute, parce qu'aujourd'hui, je lui enseigne tout ce que moi j'ai appris pour ne pas avoir recours à l'alcool et je garde la communication. Je ne l'ai pas non plus privé de boire.
il faut qu'elle fasse son expérience et justement, en gardant la communication, elle partage avec moi ses expériences. Sa première cuite, quand elle me l'a raconté, heureusement que j'étais assise, mais elle a partagé avec moi. Elle me dit, quand elle boit un verre avec ses amis, elle me dit ce qu'elle boit. La communication est là. Et si un jour elle a un problème, déjà, je suis peut-être un peu plus avertie pour le voir. Et elle sait qu'elle pourra bien m'en parler. Mais je pense aussi que son expérience de vie et avec moi, j'ose espérer que c'est vraiment quelque chose qui aura mis toutes les chances de notre côté et qu'aujourd'hui, elle retiendra les bonnes choses de ce que je peux lui enseigner. Donc, je rassure la personne qui m'a posé cette question en privé. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a vécu ça que les enfants vont nécessairement devenir. Je pense que nous, de manière générale, on sera plus vigilants parce qu'il y a des choses que nous savons repérer beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a jamais été dans la situation. Mais surtout, garder la communication avec nos enfants et parler ouvertement du problème et leur expliquer comment gérer. Partager les outils qui nous ont aidés à sortir, qui nous aident à sortir de la dépendance, mais qui nous aident encore aujourd'hui à tenir le coup et à vivre bien surtout et à vivre une abstinence heureuse. Parce qu'une abstinence malheureuse, à mon sens, c'est pas nécessaire et c'est pas utile. Alors, Christelle, si nous ne pouvons rien faire pour la personne parce qu'elle ne reconnaît pas son problème ou qu'elle le refuse, cela veut dire que nous devons travailler sur nous-mêmes pour être capables d'accepter. C'est difficile de voir sombrer quelqu'un sans essayer de faire quelque chose. Comment faire? Effectivement, c'est extrêmement difficile et je pense que pour arriver à accepter de ne rien pouvoir faire, il faut avoir été poussé très loin. Je pense qu'on ne prend pas cette décision du début. C'est quand la personne à côté de l'alcoolique se sent sombrer elle-même qu'il faut qu'elle sauve sa peau. Et oui, ça veut dire travailler sur soi-même dans le sens où, ok, la situation est là, je ne peux changer la personne qui refuse de reconnaître son problème, je ne peux rien faire pour l'aider bien malgré elle. Mais alors, que puis-je faire pour moi? Et vous pouvez aller voir quelqu'un, un psychologue ou même un addictologue, qui va vous aider justement à gérer ce problème de votre point de vue et pas vous donner les trucs et astuces pour sortir la personne qui est à côté de vous, mais juste vous aider à comment agir face à cette personne. Mais accepter, c'est laisser se détruire. C'est le risque, mais voilà, comme je dis, et je peux sembler dure, mais pour parler de mon histoire personnelle, ce qui m'a fait vraiment le déclic de me dire, ok, le jour où je suis partie à Malmedy, dans ce fameux centre ici en Belgique, je ne voulais pas y aller, je le connaissais, et je refusais d'y aller. Et ce qui m'a décidé à accepter, c'est deux choses. Comme primo, j'étais au bout du rouleau. J'avais déjà fait pas mal de cures, pas mal de centres. Mais le plus important, c'est que le jour où ma maman et ma sœur sont venues me voir et m'ont dit maintenant tu vas à Malmedy, sinon nous on part et on te fait enlever Kelly. J'ai bien senti dans cette voie-là, ce jour-là, qu'elles allaient le faire et que là, j'allais les perdre, que j'allais vraiment me retrouver seule. Et là, je me suis dit, ok, là, pourtant, elle l'avait déjà dit de nombreuses fois avant, hein, des menaces, je vais partir, on va te faire enlever Kelly. Voilà. Ma mère avait déjà même téléphoné à certaines personnes pour avoir devant moi, hein, pour essayer de susciter ma réaction. Mais juste quelque chose derrière les mots qui étaient dits, mais dans la façon dont c'était dit, me faisait penser que, oui, toujours c'est bien, je ne ferai pas. Sauf que ce jour-là, j'ai senti que là, elles allaient le faire et que j'allais vraiment tout perdre. Et donc, je suis partie à Malmedy. C'était le premier pas. Après, il a fallu faire tout le travail. Ce n'était pas parti de moi. Avec plaisir, Christelle. Et donc, je reviens. Accepter de le laisser détruire, c'est peut-être, vous savez, pour vraiment arriver à remonter
Et ça, je pense que ce n'est pas un problème uniquement lié à l'alcool, mais quand on va mal, il n'y a que quand on est dans le fond qu'on peut donner un coup de pied pour remonter. Donc, ce n'est pas toujours un service, comme je le disais tout à l'heure, que de protéger la personne alcoolique, parce que finalement, voilà, s'il continue à boire et que ses problèmes sont réglés, que ce soit administratifs, financiers et autres, pourquoi est-ce qu'elle arrêterait de boire? Tout se passe bien. Moi, je bois, je suis dans mon monde l'alcoolie, comme on dit dans ma formation, il y a l'alcoolie et l'alcoolie. Pourquoi est-ce qu'elle arrêterait de boire? Donc, je sais que c'est difficile. Et c'est là votre part de responsabilité à vous les proches, c'est de faire le travail sur vous pour vous sortir. Sinon quoi? Vous allez sombrer à deux. Excusez-moi si ces propos semblent durs, mais je sais aussi que ce qui n'a jamais marché avec moi, et ce qui en général ne marche pas, c'est qu'on se mette à pleurer avec la personne. Ça n'aide personne. Commencer à pleurer et à lui prendre la main et à larmoyer avec elle, non. Par contre, avancer sur des choses qui marchent parce qu'elles ont fait leurs preuves, et je vous parle de mon expérience, mais aussi de toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mes cures, durant mes différentes cures, mes nombreuses cures, et des choses que j'ai acquises durant ma formation professionnelle, voilà. Je pense que c'est en ce sens-là que ça peut marcher. Alors, peut-on obliger l'adulte alcoolique à rentrer en cure? C'est très difficile. En tout cas, ici en Belgique, il y a une procédure qui peut, donc c'est ce qu'on appelle colloquer, je crois qu'aujourd'hui ça porte un autre nom. Et donc, comment ça se passe? Bien, vous faites une demande auprès du juge de paix de l'endroit où vous habitez, avec une demande appuyée par un rapport médical du médecin qui certifie que la personne en question, la personne alcoolique, est un danger pour elle-même et met les autres en danger. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le juge reçoit votre courrier et il convoque la personne directement concernée. En général, ils seront au domicile avec un greffe et il y a un avocat qui les commis d'office. Et il va rencontrer la personne pour écouter sa version des faits, pour lui donner la possibilité. De ce que je sais aujourd'hui, mais encore une fois, je ne sais pas toujours tout, c'est une procédure qui est devenue de plus en plus compliquée. Et derrière ça, obliger quelqu'un à rentrer en cure, si la personne rentre en cure et qu'elle n'en a pas envie, elle ne fera pas le travail et c'est pas bien. Il n'y a personne ne fera le travail à la place de la personne directement concernée. Si il peut y avoir de nombreuses béquilles, hein. Certains médicaments sont des béquilles, mais en tout cas aujourd'hui la baguette magique n'existe pas encore. Et c'est la personne elle-même qui doit faire un travail de changement de vie et en avoir envie. Si elle n'est pas prête à le faire et si elle n'a pas envie, vous ne pourrez pas l'obliger. Voilà, ben oui, je vois qu'en dessous, Nathalie Desjardins a donné son avis et c'est effectivement le cas. Oui, Aurélie, vous voyez souffrir et peut-être que ça vous fait souffrir également. Eh bien, exprimez-lui votre souffrance et ce que vous pouvez faire, c'est, je ne sais pas, suivant l'endroit où vous vous trouvez, lui proposer des noms de personnes qu'il pourrait contacter ou même, voilà, lui glisser le nom de ma page, s'il veut aller voir quelques histoires que je partage, aller voir certaines des vidéos qui ont des émissions que j'ai partagées, ça pourrait peut-être stimuler quelque chose en vous, en lui plutôt. Et oui, la santé physique, mais voilà, une des définitions de l'addiction, c'est aussi, en fait, c'est de ne pas pouvoir s'empêcher de consommer, bien que nous soyons conscients des conséquences négatives physiques, psychologiques, dans la relation familiale, les problèmes au boulot, on est conscient de tout ça et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de consommer. C'est une des définitions de l'addiction. Ouais.
Euh, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment dans les commentaires, je vais alors prendre une autre question qui m'a été posée en message privé. Donc, lorsqu'on reçoit... Alors, attendez, j'ai ici une dame. Moi, c'est mon fils et lui, c'est le week-end. Je ne sais pas comment l'aider. Cela fait très mal pour une maman. Dans la famille de mon ex et mon ex aussi, c'est un buveur est très méchant pour lequel je ne suis pas mal. Oui, Nicole, j'espère que votre fils aura le déclic alors en hospitalisation. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un gage de réussite. Et Juliana, malheureusement, je ne sais pas quel âge a votre fils et si c'est récurrent, s'il est vraiment dans la dépendance. Parce qu'effectivement, pour être dépendant, être une personne alcoolique, une personne dépendante, une personne addicte, n'est pas nécessairement une personne qui boit tous les jours et qui boit de whisky ou de la vodka. Une personne alcoolique est une personne qui, dans certaines situations, dans certaines circonstances ou dans toutes, ne peut s'empêcher de consommer. Ou, une fois qu'elle a commencé à consommer, ne peut s'empêcher, n'a plus de limite. Il y a des personnes qui sont alcooliques du week-end, qui vont commencer à boire une fois que le vendredi soir arrive, hein, c'est le week-end, on commence à boire, jusqu'au dimanche soir, et puis du lundi au vendredi, ils ne vont rien consommer. Ça, c'est un alcoolique. Votre fils a 46 ans, oui, donc c'est pas les sorties. Est-ce qu'il est conscient qu'il a un problème? Est-ce qu'il accepte qu'il a un problème? Est-ce qu'il a envie de faire une démarche? Encore une fois, c'est là la première question qui se pose. Voilà. Alors, j'ai ici une question sur laquelle je vais venir en commentaire. Bonjour Léa, sont-ils vraiment une bonne aide pour se sentir entouré? Merci. Je pense que tous les groupes d'entraide sont une bonne aide. L'important, c'est de trouver pour vous celui qui vous convient. Léa convient à certaines personnes, à d'autres pas. Vie libre convient à certaines personnes, d'autres pas. Il y a, je ne sais pas si Isabelle, vous êtes de France ou de Belgique. Mais voilà, en France, vous avez, je crois, un petit peu plus de choix. Il y a la Croix-Bleue. Je pense que si vous allez sur Internet. Mais le plus important, encore une fois, c'est de trouver un endroit où vous vous sentez, où la personne, en tout cas, se sent à l'aise. Parce qu'il se peut que vous alliez dans un groupe AA, par exemple, ici, chez moi à Rouen, pour citer un exemple comme ça. Et puis, ben, les personnes qui composent ce groupe-là, ce jour-là, ça ne marche pas avec vous pour une raison X ou Y et sans jugement aucun. Et donc, voilà, ben, peut-être seriez-vous tenté de dire, ah ben non, Léa, c'est pas pour moi. Moi, je vous dirais juste, ne vous arrêtez pas à ça. Et si vous avez la possibilité d'aller trouver un autre groupe, que ce soit un autre groupe AA qui se tient loin de chez vous, ou un autre groupe tel que Vie Libre et d'autres. Ici à nous, on a un très très bon groupe de parole qui s'appelle Appel, où tout le monde est le bienvenu, les personnes directement concernées, mais également les proches, l'entourage, si vous avez des questions, etc. La porte est grande ouverte aussi. Et voilà, mais tout le monde ne trouve pas non plus son compte dans ce groupe. Donc, je vous invite à ne pas vous arrêter sur un groupe si ça ne vous convient pas. Essayez un autre groupe ou emmenez la personne qui est concernée dans un autre groupe. Parce que ça, c'est quand même reconnu depuis de nombreuses années. Les groupes d'entraide sont quand même d'un grand soutien et peuvent aider beaucoup. Maintenant, à côté de ça, il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ou simplement par leur caractère,
ne se sentent pas bien en groupe. Et il existe des solutions aussi pour elles. Le gros problème, c'est qu'on ne parle pas assez de toutes ces possibilités qui existent et que donc on se trouve démunis. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. C'était qui me demandait? Isabelle, j'espère avoir répondu à votre question. Et si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à intervenir. Oui, Isaac Ilou, oui, je comprends. Maintenant, comme je l'ai déjà dit et je vais le répéter, si vous continuez à prendre votre sœur en charge, et j'entends bien que ça doit être très difficile, même si moi j'ai été d'un côté de la barrière, mon expérience et les rencontres que j'ai faites me permettent, et puis je suis aujourd'hui une maman, je suis une fille et une sœur aussi, donc je suis tout à fait capable de comprendre votre manière de voir. Voilà. Il faut voir où elle a fait ses cures, si elle a fait les 4 cures au même endroit, c'est peut-être cet endroit, avec les techniques qu'il propose, qui ne conviennent pas à votre sœur, et peut-être alors l'orienter vers un autre centre de cure. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous voulez venir vers moi ou m'envoyer votre sœur pour qu'on en discute, n'hésitez pas, Isaac Alou. Je me tiens à votre disposition. Ah oui, Juliana, vous vivez en Italie. Bonjour l'Italie. Écoutez, le travail ne lui permet pas de manquer. Alors, comme je le disais, entreprendre une démarche de soins ne veut pas dire partir en cure. Il peut trouver près de chez vous un addictologue et aller le voir en dehors de ses heures de boulot. Voilà. Maintenant aussi, s'il souhaite échanger aussi avec moi, sachez que je propose des entretiens via Skype aussi, pour les personnes qui se trouvent loin de chez moi. Alors, un tout grand merci. Je vais essayer un groupe. Ok, avec plaisir, Isabelle. Isaac Alou, elle ne veut plus. Elle ne veut plus aller en cure et je peux le comprendre, mais encore une fois, je reviens sur le fait, est-ce qu'elle est toujours allée 4 fois au même endroit? Et oui, c'est compréhensible de dire, j'ai essayé 4 fois, ça ne marche pas. Voilà. Parce que, voilà, on ne sait pas, on n'est pas suffisamment bien informé pour savoir qu'il existe d'autres centres de cure avec d'autres techniques et que si celle-là n'a pas marché, peut-être essayer une autre et peut-être pas nécessairement avoir besoin d'aller en cure. Vous pouvez très bien aussi lui proposer d'aller, je ne sais pas si elle a peut-être déjà fait, d'aller dans un groupe de parole, rencontrer d'autres personnes, lui proposer d'autres moyens. Il n'y a pas que les cures et il n'y a pas que les mêmes cures. Écoutez, Isaac Alou, moi je ne sais pas si votre sœur a quand même envie d'essayer ou vous pouvez aussi lui proposer de venir s'entretenir avec moi. Vous pouvez lui dire que moi, au total, j'ai fait 18 cures et que ça ne veut pas dire que j'encourage les gens à en faire autant. Attention, hein, mais que, en tout cas, aujourd'hui, cette expérience de nombreuses cures me permet de connaître déjà certains établissements, de connaître certains fonctionnements, certains travaux qui sont mis en place et donc je peux peut-être plus facilement orienter et conseiller les personnes et échanger avec elles. Oui, les cures à l'hôpital. Bon, c'est autre chose. Elle me suit. Ok. Elle peut venir une fois. On peut aussi fixer un rendez-vous Skype si elle souhaite pour voir ce qui est possible. Vous êtes de où, Isaac Alou? Isaac Ilou, pardon. Avec plaisir, Juliana. À bientôt. Voilà. Donc, je vais revenir à ma question qui a été posée alors en message privé. Lorsqu'on reçoit une personne alcoolique pour un repas,
est-il bon de lui proposer un apéritif sans alcool, genre pizza? Alors là, c'est un sujet un petit peu qui fait débat au sein des personnes et je crois que chacun doit faire comme il le sent. Effectivement, moi, si vous me posez la question, je vais vous déconseiller de consommer des boissons sans alcool. Surtout des boissons que vous aviez ou que la personne avait l'habitude de consommer. Genre bière sans alcool. Aujourd'hui, on trouve du vin sans alcool. Et tout simplement, pourquoi? De même que les plats en alcool, où on retrouve le goût du produit, le goût du vin. Même si, effectivement, un plat cuisiné, on ne va plus retrouver de molécules éthanol, donc d'alcool, il reste le goût. Et notre cerveau est rudement bien fait et parfois rudement vicieux. Et voilà ce qu'il se produit. En tout cas, le risque que vous prenez ou que la personne prend en consommant une boisson sans alcool. En tout cas, une boisson qui existe, une bière sans alcool, un vin sans alcool, une boisson qu'elle avait l'habitude de consommer sous alcool, avec alcool, pardon. Eh bien, dans un premier temps, ça peut être très chouette parce que ça rappelle et finalement, ça peut aussi permettre de ne pas se sentir en dehors de tout le monde, voilà. Mais le cerveau, il va reconnaître le goût et il va attendre l'effet qui va derrière. Parce que quand on est alcoolique, quand on boit, à un moment donné, c'est plus pour le goût. Le goût, on s'en fout. C'est l'effet qui nous attire. Et reconnaissez que même les personnes non alcooliques, quand elles boivent un bon verre de vin, il y a le plaisir du goût, certes, ou une bonne bière, il y a le plaisir du goût, mais il y a l'effet qui est derrière, qui est bien présent aussi. Et donc, le cerveau, il ne va pas avoir l'effet. Il va se dire, tiens, peut-être que la première bière, ça va passer. La deuxième, peut-être aussi. La troisième, et alors ça dépend vraiment de chacun. Il pourra se passer 10 bières sans alcool, sans que quelque chose se passe, ou ça va se passer après la troisième. Mais en tout cas, vous prenez le risque d'un moment donné de ne plus vous contenter de la bière sans alcool ou du vin sans alcool et d'avoir vraiment une très très grosse envie, voire un craving, et d'avoir du mal à y résister. Pour vous donner un exemple concret de à quel point aussi notre cerveau peut être vicieux, j'ai vécu mon expérience au début de ma sortie de cure de Malmedy, où voilà, c'était le printemps, je voulais faire une cure détox et une amie m'avait conseillé, donc tu bois un fond d'eau tiède avec un fond de vinaigre de cidre. D'abord, je me renseigne qu'il n'y a bien pas d'alcool dans le vinaigre de cidre. Et puis, en étant sûre de ça, je commence ma petite cure et je bois plus sec parce que c'est pas bon du tout. Et j'avais à peine avalé le verre que je me suis sentie mal, comme si j'avais bu un verre d'alcool. La tremblote, les jambes qui flageolaient, la tête qui tournait, et là, panique à bord. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, je me suis mal renseignée, il y a de l'alcool, je réagis, blablabla. Je téléphone à Malmedy, j'explique la situation, et en décortiquant avec la personne que j'ai eue au téléphone, on en est venu à comprendre que, en fait, la brûlure du vinaigre, quand elle est arrivée dans mon estomac, a rappelé à mon cerveau la brûlure que j'avais quand je buvais de la vodka. Et lui, il s'est dit, elle a bu de la vodka, fiesta. Et il a provoqué un état d'ivresse. Ça, c'est un autre effet voilà, qu'on ne recherche pas, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point, en tout cas pour moi, c'est prendre des risques. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si ça lui fait du bien de boire une bière sans alcool et qu'elle a conscience des risques, ben, vous gérez votre vie et vous gardez votre libre arbitre. Mais en tout cas, pour moi, c'est prendre un risque, peut-être inutile parce qu'il existe de très très bonnes boissons sans alcool à l'heure d'aujourd'hui. On a quand même des grandes surfaces qui nous proposent un grand choix. Et puis, ben, jouez les alchimistes et créez-vous des cocktails sans alcool vous-même. Alors, je vais juste remonter un petit peu ici.
Oui, Nathalie Desjardins, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, voilà, moi je reste sur mon optique, c'est que chacun doit trouver ce qui lui convient. Et effectivement, il y a de très bons médecins dictologues, il y a aussi de très bons médecins psychiatres, il y a aussi de très bons médecins généralistes qui ont un vif intérêt pour le problème que représente l'addiction et qui donc sont aussi à même. Et les traitements médicamenteux, oui, mais ça reste des béquilles. Moi, je tiens à insister là-dessus. Il n'y a pas de médicaments miracles, ça reste des béquilles. Les groupes d'entraide, bien sûr. Euh, et franchement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Ici, j'ai une question. Pourquoi je craque à chaque cure? Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est sans doute parce que le problème qui vous amène à la consommation n'est pas résolu. Vouloir sortir de l'addiction, c'est aussi, c'est en fait entreprendre un changement de vie. Si vous voulez juste arrêter de boire sans entreprendre un changement de vie, il y a peu de chances pour que ça marche. Sortir de l'addiction, c'est mettre en place une boîte à outils, c'est mettre en place un changement de vie, une autre manière de gérer son relationnel, ses émotions, etc. Pour commencer, c'est comprendre à quoi vous sert l'alcool. Quelle est la fonction de l'alcool dans votre vie? Pourquoi, en deux mots, pourquoi vous buvez? Qu'est-ce que je recherche en buvant de l'alcool, en attendant les effets que me provoque? Qu'est-ce que je recherche? À partir de ce moment-là, quand vous aurez compris un petit peu cela, et en tout cas détecter les premières attentes que vous avez, c'est de vous dire, ok, moi je recherche ça. Eh bien, comment puis-je atteindre ce but-là? Et je vais prendre un bête exemple de me déstresser après une journée de travail. Comment puis-je faire pour me déstresser après une bonne journée de travail ou une journée difficile au travail sans avoir recours à l'alcool? Et donc, à partir de là, ben, okay, il y a ça qui vous plaisait peut-être avant, que vous aviez abandonné à cause de l'alcool, bien, je vais réessayer. Et puis, oh, ben, ça ne vous plaît pas, ben, c'est pas grave, vous essayez autre chose. Oh, il y a ça qui me tente, je vais essayer. Alors, il ne faut pas nécessairement des grandes choses, hein. Ça peut être simplement aller prendre un bon bain, se glisser dans un bon bain avec de la mousse, des bougies, une musique douce. Il ne faut pas toujours chercher dans des centres, enfin, dans des grandes choses. Voilà, en résumé, en tout cas, attendez, je vais retrouver, excusez-moi, la personne qui m'a posé cette question-là, oui, Nicalos. Voilà. Maintenant, si vous voulez aussi, on peut prendre un rendez-vous, enfin, on peut se parler en dehors et approfondir le sujet. Oui, bien sûr, Nathalie Desjardins. Et c'est un gros problème et c'est un de mes chevals de bataille et c'est aussi le sujet de mon mémoire dans les certifications en addictologie. C'est évidemment, il y a en tout cas ici dans ma région, je pense, dans beaucoup d'endroits, un gros vide de l'accompagnement post-cure. Et pourtant, c'est une période charnière extrêmement importante qui nécessite d'être terriblement bien accompagnée. Parce que c'est cette période-là qui, à mon sens, peut décider de la vie de la personne. Donc, bien sûr, il faut trouver, mais encore une fois, chacun doit trouver ce qui lui convient. Ce qui me convient à moi, ce qui m'a aidé moi, ne va pas nécessairement aider quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a des grandes lignes de conduite et des choses qu'on va retrouver chez tout un chacun. Mais, comme le disait le professeur Palomino, qui est un éminent psychiatre addictologue en France, qui lui a tout appris de ses patients et qui a été, je crois, le seul et l'unique et le premier président des AA sans être lui-même une personne concernée en France. Il a dit, lui, il a tout appris de ses patients et une personne, enfin un alcoolique, une histoire, une manière de s'en sortir. Et ça, je pense que c'est vrai. Maintenant, il peut y avoir des coachs, au vrai sens du terme, comme moi, qui peuvent donner des pistes, aider la personne à trouver
et à stimuler la motivation, mais voilà, chacun doit trouver ce qui lui convient. Bien sûr, Nathalie. En fait, on ne guérit pas de la maladie alcoolique, c'est certain. Moi, je dirais on est en rémission et c'est un travail de tous les jours et ce sera jusqu'au bout de notre vie. Et donc, voilà, bien sûr, je ne dirai jamais que je ne promettrai jamais à personne, ni même à moi-même, que je ne reboirai jamais et je continue à entretenir mon abstinence surtout. Voilà, par exemple, Isabelle ici nous dit que la natation, bah, c'est souverain pour elle quand elle arrête de boire. Morgane, est-ce possible d'accompagner quelqu'un avec ce changement de vie? Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais encore une fois, c'est de l'accompagnement. Il ne faut pas vouloir prendre une place de sauveur et vouloir faire les choses à sa place. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser et de toute façon, ça n'aidera pas la personne. Donc, l'accompagner, l'orienter, lui soumettre des endroits, des personnes, lui suggérer des choses, mais après, c'est elle qui prend la décision. Et c'est important aussi de donner le choix à une personne alcoolique. Parce qu'il faut savoir que l'alcool est donc une prison et être alcoolique, c'est quoi aussi? C'est être privé de sa liberté de choisir de boire ou pas. On n'a plus le choix. On doit boire, à un moment donné, on doit boire par besoin. Donc, on est privé de liberté. Et se trouver, donner à une personne le choix qui est dans cette situation et lui donner des choix, si petit soit-il, peut lui permettre et l'aider à se reconstruire petit à petit. Et, ah bah tiens, comme là-dessus, j'ai le choix. Pour ma part, une des choses qui m'a... la chose la plus précieuse que j'ai retrouvée en sortant de l'alcool, c'est ma liberté. Ma liberté de tout. De décider mon libre arbitre, de décider de ce que je veux ou ne veux pas dans ma vie. Ça, et je ne suis pas prête. Je l'ai donné pendant quelques années parce que je ne suis pas coupable, mais je suis responsable de ce que j'ai fait. Je l'ai donné pendant quelques années, cette liberté à l'alcool, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt. Enfin, je ne suis pas prête à la redonner à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Excusez-moi, je m'arrête. Bonsoir Marie-France. Alors, je n'ai pas encore écrit un livre, il est à l'écriture. Donc, j'espère, mais ça prend beaucoup de temps et j'espère en tout cas qu'un jour j'aurai le plaisir de vous annoncer cette bonne nouvelle que mon livre est sorti. Bonjour Cathy. Alors, je vais reprendre encore une question donc, qui m'a été posée en message privé. J'ai des difficultés à dormir. Je remarque que chaque soir, si je bois une bonne bière, je dors mieux. J'ai donc pris l'habitude de boire ma bière. Suis-je alcoolique pour autant? Alors, ça revient un petit peu sur ce que j'ai déjà dit. Pas nécessairement. Maintenant, vous prenez des risques. Vous prenez des risques et parce que, ok, ici actuellement, votre bière vous aide à vous endormir et ça peut être un passage acceptable. Mais gardez à l'esprit qu'il vous faut rechercher une autre solution pour vous aider à dormir. Et il en existe et des naturels. Je ne parle pas de médicaments, de somnifères, parce que finalement, même si les effets, en tout cas,
face aux autres personnes sont moins nocifs, on se trouve dans des états moins importants qu'avec l'alcool, c'est pas mieux. Les benzodiazépines créent des dépendances et c'est pas nécessairement plus facile de s'en sortir. Mais il existe de nombreuses méthodes naturelles, dans l'homéopathie, des huiles essentielles, des techniques de respiration qui sont toutes simples et qui sont faciles à utiliser pour tout le monde et qui, évidemment, au début, quand on appréhende une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire, ça demande un certain entraînement et une certaine contrainte. Il faut y penser, il faut mettre peut-être quelques petites choses en place. Mais après, ça devient votre habitude de vie et plutôt que, oui, de vous servir votre bière, au lieu de ça, vous allez vous allonger, par exemple, et faire de la cohérence cardiaque, de la respiration, prendre un bouquin. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament, ni antidépresseur, ni quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai une vie comme tout le monde. Il y a des soirs où j'ai du mal à m'endormir, où je rumine, où je suis surexcitée parce que j'ai plein de projets par la tête et que je voudrais ne pas avoir besoin de dormir pour pouvoir tout mettre en place. Et bien à ce moment-là, j'ai différentes boîtes d'outils dans ma boîte à outils et c'est prendre un bon bouquin juste pour me changer les idées et lire est une forme de micro-méditation, faire une méditation guidée, faire 5 minutes de cohérence cardiaque, faire de la respiration pranayama, voilà. Mais tout ça, ça m'a demandé de l'entraînement, de l'expérimentation. Bah, tiens, ça marche sur moi, ok, je garde, je mets dans ma boîte. Ça marche pas, il y a des choses que j'ai essayées qui ne marchent pas, auxquelles je ne suis pas réceptive, et bien, j'ai essayé autre chose. Donc, je ne vais pas dire que vous êtes alcoolique pour le moment, c'est difficile de pouvoir en tout cas le dire comme ça. En tout cas, vous prenez des risques. Et si vous voulez savoir si vous êtes alcoolique, essayez de ne pas boire votre bière pendant 1 ou 2 jours. Et si vraiment c'est très très difficile, là, tirez la sonnette d'alarme et mettez vite en place d'autres outils pour le moment. Alors, Fernand. Bonsoir, j'aimerais aider et transmettre mes conseils. Existe-t-il des études pour être alcoologue? Oui, si vous le souhaitez, je mettrai après la fin de la vidéo le lien, je vais le noter. Enfin, je peux vous mettre le lien de l'endroit où moi je suis allée faire mes formations. C'est l'AREAT, A-R-E-A-T. Vous tapez ça sur Google et vous allez trouver formation en addictologie. Vous aurez tous les détails et toutes les explications sur leur site. Ça se passe en France, à Amiens et à Lyon. Moi, je suis allée là les faire en France. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il en existe aussi des formations de ce type, mais elles sont uniquement réservées aux professionnels de la santé. Et comme ce n'est pas du tout mon domaine d'exercice avant, eh bien, voilà, je me suis tournée vers la France, l'AREAT, formation en addictologie, où j'ai vécu de magnifiques expériences d'une très très grande richesse, tant théorique d'apprentissage que de rencontres humaines. Ce sont des formations qui se font en interne. Enfin, il existe différentes possibilités. Allez voir sur le site, je mettrai le lien après le live en commentaire. On attend ce livre avec impatience, les sœurs un sauveur jalouse. En tout cas, c'est mon but. Je ne souhaite pas simplement écrire un livre, un roman de ma vie. Je pense qu'on a assez des romans et des histoires comme la mienne. Je ne suis pas la seule, bien loin de là. Par contre, je souhaite également partager vraiment tous les outils qui m'ont été utiles, qui m'ont aidé, qui m'aident encore parce que voilà, dans un peu plus de 2 mois et demi, ça fera 5 ans que je suis abstinente et eh bien, je peux vous dire que il y a des jours, je découvre encore des choses que je m'aperçois, tiens, je fais plus ça comme avant, j'arrive plus à gérer ça comme avant et tiens, ça m'aide bien finalement, j'essaie quelque chose de nouveau et oh, ça m'aide.
je kiffe, comme je dis parfois. Voilà, et donc, bah, je vais garder ça parce que vraiment, ça m'aide bien. Oh, et puis, il y a des choses que j'ai essayées au début qui m'ont aidé au début de mon parcours, en tout cas de mon parcours d'abstinente heureuse, et qui aujourd'hui, bah, ça me parle plus trop. Bah, c'est pas grave, hein, j'en ai plein, et il y en a encore d'autres qui se profilent à l'horizon, et je pense que c'est comme ça la vie de tout le monde, en tout cas. Et c'est en tout cas ce que j'aimerais partager dans mon livre, et que ce ne soit pas seulement un roman, mais quelque chose qui puisse aider, redonner aussi de l'espoir et permettre aux personnes qui sont dans cette situation et qui sont dans la honte aussi, comme le but derrière mes témoignages télévisés et médiatiques, c'est ça. C'est de redonner de l'espoir aux personnes qui sont dans cette situation, leur permettre de peut-être sortir de la honte, parce que ça reste un sujet encore très tabou et très mal jugé. Et donc, voilà, c'est un petit peu en résumé ce que j'ai l'intention de mettre dans mon livre. Alors, Cindy, oui, nous avons pu discuter. Ok, mais je suis très heureuse si j'ai pu répondre à sa question. Voilà, bonsoir Fabienne. Avec plaisir, Fernand. Eh bien, écoute, Isa Kilou, j'espère aussi. En tout cas, voilà, je serai très ouverte. Je regarde les questions qui m'ont été posées en message privé, donc avant le début de ce live. Je vais en mentionner une, même si je pense y avoir répondu déjà en partie. Pourquoi mon mari me ment-il lorsqu'il me dit qu'il ne boit pas alors que je trouve des bouteilles cachées partout? Comment puis-je lui faire confiance si même lorsque je lui montre les bouteilles vides, il nie? Et donc là, ben oui, effectivement, votre mari est dans le déni total et il n'est pas prêt parce qu'il n'est pas capable. Quand je dis pas capable, ça veut dire émotionnellement, psychologiquement, il n'est pas capable de sortir de ce déni et de reconnaître, il n'a pas les forces suffisantes, en tout cas actuellement, pour faire face à la reconnaissance de ce problème et à ce que ça engendre. Parce qu'aussi, derrière ça, derrière le fait de reconnaître qu'on est alcoolique à soi-même et aux yeux de nos entourages, voire à l'extérieur, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans une société déjà bien évoluée, mais pas tant que ça sur certains côtés. C'est que dans notre société, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le problème de la maladie alcoolique, demandez-lui ce que c'est qu'un alcoolique. Et l'image est très très moche. Et donc on a honte. Et nous-mêmes, on a été élevés dans cette image de l'alcoolique. Parce que cette image de l'alcoolique, l'alcoolisme, c'est un vice, c'est une tare, c'est une faiblesse, remonte au Moyen-Âge où l'Église et la science ont décidé de définir les personnes qui avaient un problème de consommation d'alcool comme des pécheurs devant l'Éternel, des personnes viles qui n'avaient aucun intérêt, etc. Et donc, c'est une image qui est bien ancrée dans nos croyances et dans laquelle on est élevé avec presque. Et donc, il faut sortir de cette image-là. Non, une personne alcoolique n'est pas nécessairement le pocheron que vous allez voir sur le trottoir en guenille avec le nez rouge, pas rasé et qui sent mauvais. Non. L'alcoolisme, je ne vais pas vous faire peur, mais ça prend au nez de tout le monde. Qu'on soit cadre dans une super société avec une immense maison et 5 porches, ou qu'on soit au chômage, l'alcoolisme ne fait pas dans le détail. Alors, et donc, voilà. Oui, pourquoi j'en venais à cette image-là, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil, c'est de dire, vous vous rendez compte que cette image que vous aviez vous-même de l'alcoolique, vous allez vous identifier à ça?
Moi, je suis ça, mais non, je ne suis pas ça. Enfin, moi, j'ai un problème. C'est très, très difficile et je crois que c'est même le plus difficile, c'est de se reconnaître à soi-même. Je suis alcoolique. Moi, il m'a fallu encore très longtemps. C'est assez nouveau que j'utilise dans mon discours le terme alcoolique parce que sinon j'utilise alcoolodépendant parce que moi j'avais encore cette image extrêmement péjorative et que je refuse qu'on me colle cette image péjorative. Je ne suis pas une SDF endémique et pourtant je suis alcoolique. Abstinente et heureuse, en rémission, mais je suis alcoolique quand même. Donc voilà, ça, votre mari, madame, est totalement dans le déni et il faudra du temps, il faudra peut-être qu'il aille plus loin dans la descente aux enfers pour que ça provoque un déclic et qu'il se rende compte que oui, il a un problème parce que vous allez lui dire, mais il peut vous répondre, oui, mais enfin, et tout le monde le voit, tout le monde le sait, hein, c'est une notoriété publique parfois, hein, mais on dit, mais regarde le voisin là, t'as vu quand on sort, il boit quand même autant plus que moi. On va toujours trouver quelque chose à redire pour ne pas faire face dans un premier temps à ce qui est la réalité en fait. Voilà. Le dernier à savoir que quelqu'un est alcoolique, c'est l'alcoolique lui-même. Non, c'est pas le savoir, je pense. Je pense qu'au fond de lui, la personne, même si elle est dans le déni, elle le sait. Mais c'est impossible de l'admettre. Merci Sandrine. Bisous. Alors, Nathalie. Je vous connaissais déjà sur Facebook, pour vous entendre ce soir. D'accord, je vous donne rendez-vous en privé alors Isabelle. Et je vous remercie pour votre message. Tout à fait, Corinne, et faire pour soi-même, un jour à la fois, bien sûr. Voilà. Je regarde encore les questions que j'ai reçues en message privé. Voilà, ici j'ai une question. Lorsque je sors le week-end avec mes amis, mais je pense que j'y ai répondu tout à l'heure, concernant le fils d'une dame, donc effectivement, c'est une forme d'alcoolisme. Un alcoolique n'est pas nécessairement quelqu'un qui boit tous les jours. Et si donc cette personne ne peut s'empêcher de boire une fois que c'est le week-end et de boire jusqu'à plus soir. Ça peut être une forme d'alcoolisme. Bon, maintenant, il y a d'autres questions à se poser et d'autres manières d'investiguer pour vraiment déterminer. Mais en tout cas, il y a de quoi s'inquiéter et peut-être se poser des questions sur ce qu'il y a derrière ça. Oh, Sandrine, non, on ne va pas pleurer quand même. Alors. Avec plaisir, Nathalie. Effectivement, voilà, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de femmes qui osent sortir et demander de l'aide, parce qu'avant, la femme aussi se trouvait les bonnes excuses. Ben non, je ne peux pas entrer en soins, je ne peux pas partir en cure, parce que qui va s'occuper des maisons et des enfants et de la maison? Il n'y a pas que ça. Et puis, eh bien, dans l'image de la société, un homme qui boit, c'est un bon buveur, mais une femme qui boit, une mère de famille qui boit, c'est moins que rien, c'est une mauvaise mère. Et donc, oser afficher et en tout cas reconnaître son problème en ayant ce jugement-là sur le dos, c'est puissant et il faut y aller. Donc, oui, c'est aussi le but de mes démarches, c'est de dire que oui, on peut être une femme alcoolique sans être ce que la société veut nous faire entendre. Et donc, je suis contente de lire qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent aussi demander de l'aide. Cindy, question de justice. Un juge a-t-il le droit de prononcer une garde exclusive pour l'autre parent alors que la garde a toujours été alternée si le parent alcoolique se soigne en cure et va au havre?
Cindy, je ne suis pas juge ni avocat. Je vais juste alors témoigner de mon expérience personnelle, sans nécessairement entrer dans les détails, mais effectivement, à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée à un juge parce que dans le cadre de la garde de ma fille, et je sais, et ça s'est très bien passé finalement, mais je sais que le juge et la procureure, c'était une femme à ce moment-là, ont beaucoup apprécié le fait que je ne sois pas simplement alcoolique, que je me contente de me complaire dans mon alcoolisme, mais que je faisais des démarches. Et puis, elles se sont rendues compte aussi, ils se sont rendus compte aussi que je ne mettais pas la vie de ma fille en danger. Je pense que c'est ça le plus important. C'est est-ce que les enfants sont mis en danger par le parent alcoolique si, malgré que cette personne fasse des cures et un noir, si c'est le cas, effectivement, je suis désolée, mais il faut penser aux enfants avant tout et les préserver eux. Donc, s'il les met en danger et s'il a des comportements inadéquats, bah oui, mais je pense que le seul roi en son tribunal est le juge. Donc, voilà. J'espère avoir un petit peu répondu à votre question, Cindy. Bien sûr, Nathalie, c'est une maladie, mais on n'en parle pas assez. Et moi, je me souviens quand j'ai été confrontée au problème, on s'est demandé ce qui nous arrivait et je ne savais pas que c'était une maladie. C'est quand je suis entrée en cure qu'on m'a expliqué, et encore, je n'ai pas tout compris à ce moment-là. C'est quand j'ai commencé mes formations que j'ai aussi compris ce qui se passait dans mon corps et dans mon cerveau et que j'ai compris certains mécanismes. Jusque-là, voilà. Maintenant, attention au terme de maladie. Effectivement, utiliser ce terme permet aux personnes qui sont dans la honte de se dire, attends, je suis malade. Et pourquoi est-ce qu'on me jugerait moi et qu'on pourrait me reprocher cette maladie? C'est comme si vous alliez reprocher à un diabétique, ou à une personne même qui a le cancer d'être malade, au même titre qu'un diabétique ou qu'une personne qui a le cancer. Et je ne nie pas leur souffrance à eux non plus, attention, on n'a pas demandé à devenir alcoolique. C'est un véritable dysfonctionnement qui s'est mis en place chez nous et contre lequel, et celui-là est irréversible, on vit avec, mais on vit avec d'une manière bien cadrée, en faisant attention, etc., etc. Maintenant, quand je dis attention au terme de maladie, parce que moi, je me souviens aussi qu'au début, et pourquoi je parle de moi, c'est pas on ne parle que de moi, mais en tout cas, c'est le sujet que je connais le mieux. C'est moi, puisque j'ai vécu. Et moi, au début, on m'a dit, bon, c'est une maladie. Ah, si c'est une maladie, vous êtes médecin, soignez-moi. Ah bah oui. Moi, je suis entrée au début, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai fait autant de cures et que autant de cures n'ont pas marché. C'est parce que je considère, on m'a dit que je suis malade, et eu son médecin. Les médecins, ça soigne les malades. Donc, voilà, moi je reste prudente et j'aime, voilà, ça dépend de où et de quand, mais j'aime aussi utiliser un dysfonctionnement. J'ai moi un dysfonctionnement dans mon corps et dans mon cerveau qui font que je ne pourrai plus et je ne veux plus et j'ai décidé de ne plus consommer d'alcool parce que c'est mauvais pour moi. Non, je vais éviter de parler de Kelly, Sandrine, parce que je vais pleurer aussi. En plus, elle est là. Voilà. Bonsoir Karine, bonsoir Christine. Bisous Nat. Voilà. En tout cas, moi j'arrive au terme de mes questions. Si vous en avez encore d'autres, eh bien, je vous en prie, posez-les. En attendant, je vous remercie tous. Voilà, ça y est, je suis émue de m'avoir suivi ce soir. C'était mon premier live. Je me suis dit,
On va utiliser les outils actuels. Hein. Je ne suis pas très branchée technologie, mais je me lance. Et je trouve aussi que, ben oui, c'est plus parlant d'avoir une personne en vie derrière que toujours des écrits. Et donc, je reproduirai ça. Je vais peut-être le faire une fois par semaine. Donc, je vous invite à partager et à revenir. Je publierai sur ma page quand est-ce que je vais le refaire. Isabelle. Oui, je fais des conférences. Actuellement, il n'y en a pas encore de programmées. Donc, cependant, sachez que si vous voulez en organiser une, voilà, vous pouvez me faire savoir. On peut en parler en privé. Et voilà. Je vous remercie à tous. Et si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va clôturer là pour aujourd'hui. Et je pense que je vais en refaire un la semaine prochaine. Je vous confirmerai ça sur ma page. Merci pour tout et à bientôt.